Donc là, il s'agit d'une exposition qui commence ce soir, Le courage des oiseaux. C'est une exposition qui a lieu à la galerie Hélène Trintignant à Montpellier tout le mois de février. Et voilà, Le courage des oiseaux, donc c'est, tu vois, un peu comme cette cabane qui pourrait être un nichoir, c'est quelque chose dans les arbres, quelque chose dans lequel on va s'abriter en grimpant à une échelle de corde pour rejoindre une sorte de monde comme ça qui est ni le sol ni le ciel. Et mais bon, qui reste un habitat humain. Là, c'est le courage des oiseaux. L'idée, c'est d'avoir le même courage. Donc nous, en tant qu'hommes, savoir comment est-ce qu'on habite aujourd'hui le monde avec ces nouveaux enjeux, ces nouveaux dangers, la manière dont on gère notre rapport à la nature. Voilà, donc la cabane aussi, c'est une des thématiques centrales de l'exposition chez Hélène Trintignant. Là, tu as une pièce qu'on avait déjà vue, donc là, on voit beaucoup mieux puisqu'on est à la galerie, sur fond blanc. Une pièce donc qui est musicale. C'est une exposition pour nous bercer, en fait. Ça, c'est une reprise d'un tableau de Courbet, qui se trouve d'ailleurs ici à Montpellier, au musée Fabre, qui a inspiré pas mal d'artistes. C'est vraiment un tableau très connu, donc il y a beaucoup de citations de ce tableau. Et on voit normalement deux collectionneurs qui rencontrent le peintre dans la campagne, dans un paysage d'ici avec un chien. Et au départ, j'étais parti sur une peinture donc, de fin du monde, inspiré des essais atomiques sur l'atoll de Mururoa, dans des tons très crépusculaires, avec cette impression là, de rouge, un ciel très inquiétant. Et en même temps, quand on regarde un petit peu, ça pourrait aussi être les couleurs du drapeau jamaïcain, donc il peut y avoir un côté très, très cool, tu vois, dans l'alliance du rouge, du jaune et du vert. Et voilà, j'ai eu envie donc de greffer ces personnages par-dessus. Comme je les ai travaillés un peu en transparence, il n'y avait que 3 personnages au départ. Ils ont l'air de fantômes aussi, c'est-à-dire qu'on voit le paysage à travers eux. Donc il y a cette rémanence, ce souvenir, un peu cette impression qui vient se greffer par-dessus et qui pourrait être une sorte de réapparition, tu vois, du passé, alors même qu'il n'y a plus rien. Et j'avais tendance à m'identifier avec le personnage avec le sac à dos. Donc le sac à dos, c'est le symbole du survivant, hein. Tous les gens qui se préparent de certaine manière à l'apocalypse ont toujours un sac à dos bien fourni près de la porte. Ça porte un nom, je ne sais plus, c'est le Escape Bag ou quelque chose comme ça. Bag. Donc voilà, il a ce gros sac à dos. Et automatiquement, j'ai repensé à un film qui m'avait beaucoup marqué, d'autant plus que je l'ai vu à un moment donné où j'étais dans mon lit pendant assez longtemps, et voilà, ça m'avait très, très, très profondément marqué. J'avais vu La Route, le film tiré du roman, donc de Cormac McCarthy, et tu as un père qui survit avec son fils, une sorte d'hiver nucléaire. Et à partir de là, j'ai eu envie de rajouter l'image du fils, le petit gamin avec le sac à dos. C'est le gamin qui, dans le film, qui crie tout le temps Papa, 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 j'ai peur. Et voilà, ils ont trouvé un stock de conserve, ils le poussent dans leur caddie. Et du coup, comme moi j'ai un fils de 4 ans, tu vois, il y a cette identification encore plus forte, d'avoir son fils comme ça, un petit peu à la main, papa, papa, voilà. Donc je me suis amusé avec ce tableau-là. L'enfant est encore plus fantomatique, tu vois. C'est vraiment une image encore plus pâle dans l'image qui vient se rajouter. Donc toute l'exposition, Le courage des oiseaux, tu vois, peut beaucoup se résumer un petit peu par... beaucoup de choses sont dans ce tableau-là. Il y a un tableau qu'on a choisi dans le carton aussi qui représente une grande ville. Ça peut être Sao Paulo, on m'a dit Phoenix aussi. Phoenix, c'est amusant parce que, évidemment, il y a du feu et de la Renaissance, voilà, mais qui est bombardé par des météorites. Ce qu'on appelle tous les immeubles, toute cette jungle urbaine, d'ailleurs, devient un peu confuse. Il y a cette présence du rouge et du vert qui donne une sorte d'impression un peu de 3D, en fait. J'aime bien travailler les peintures en essayant de ne pas mettre trop de noir dans les ombres, au contraire, en jouant sur les rouges et les verts pour donner une impression de fluorescence et de halo. Le même qui va causer une impression de 3D lorsque tu bouges. Voilà, donc là, on est a priori dans le film américain Catastrophe. Tu as même l'œil de Dieu finalement qu'on voit dans les nuages, qui en fait est
une trace aussi d'un portrait que j'avais esquissé en dessous, qui est à gauche, tu vois, dans la fumée. Parfois, j'aime bien laisser des réapparitions même d'une toile plus ancienne, d'un commencement, de quelque chose qui a changé. Je vais garder à un endroit quelque chose qui est encore lisible. On le voit ici, par exemple, tu vois, dans le tableau de Métropolis. C'est partie d'un triptyque sur les derniers jours du monde aussi. Donc en fait, le personnage est tout simplement le grand chef industriel, le grand patron de la ville, le cerveau de la ville, dans ce film de Fritz Lang. Et en dessous, tu discernes en fait des lignes. Une géométrie, en fait, c'est le sol d'une salle. Avec, en dessous, il y avait le trône et tu as la femme robot de Métropolis qui est en train de se lever et d'avancer. Donc voilà, donc on la voit presque pas, mais dans le visage, tu as quand même encore la trace, tu vois, d'un autre tableau, une autre esquisse qui est en dessous. De la même manière que tu vas avoir le motif de papier peint, qui est très important dans ce tableau, en fait, qui est le motif de papier peint d'ailleurs de notre chambre, que j'ai repris ici. Voilà, donc autant il y a des références culturelles, autant il y a beaucoup de cinéma finalement cette peinture, donc tu vas avoir des références très intimes. Ce personnage-là, c'est intéressant justement, parce que la galeriste les mis côte à côte, et finalement c'est presque le même mouvement de tête, du 3/4, personnage qui se retourne pour regarder un peu par-dessus son épaule, et qui contemple une vision, tu vois, qui est un peu hallucinée. Lui c'est le stalker, donc c'est un film de Tarkovsky. Un stalker, c'est lui qui guide en fait. Ils sont trois hommes. Il guide deux hommes, un écrivain et un scientifique, à travers une zone un peu mystérieuse, un peu floue. Et il essaye justement de provoquer chez eux des émotions et des réflexions en insistant sur cette étrangeté, en leur faisant peur. Tu ne sais pas trop d'ailleurs s'il y a une réalité ou pas de ce qu'il raconte sur cette zone qui est censée être à moitié magique. Tu vois, dans la salle de l'autre côté, on a un assemblage Yoda. Donc l'autre jour, ça c'est les autres tableaux des derniers jours du monde. Tu as toujours le même motif de tapisserie qui fait le lien. Ce personnage, donc c'est Mathieu Amalric, qui raccroche une prothèse de main, on voit au début du film, qui est tiré d'un film des frères Larieux. Et ça c'est encore Mathieu Amalric qui est en train de pédaler dans la montagne avec justement les oiseaux qui sont là de manière assez inquiétante. De la même manière que chez Tintin, chez Hergé, les oiseaux c'est toujours quelque chose d'assez négatif, les frères l'oiseau, la fille qui vole les bijoux de la Castafiore. Là voilà, tu as ces oiseaux qui sont un petit peu le signe justement de l'effondrement et du chaos. Là, dans le milieu là, tu as l'exemple d'un assemblage, ce dont je parlais l'autre jour dans la vidéo où je montre les maisons. Je distinguais les maisons qui justement ne sont pas des formes figuratives. Là, on a une forme très figurative. En fait, toujours pareil, c'est la partie qui vient donner le tout. Tu vois, comme une petite graine de Yoda. C'est à partir de ce personnage-là, finalement, que tu as le personnage plus grand. Et à la fois, chaque partie contribue à l'ensemble par sa forme et sa couleur, mais aussi par sa signification. Parce que Yoda, on ne sait pas trop ce que c'est comme créature. Bon, il a un côté reptilien, il est très vieux, comme une tortue, comme un éléphant. C'est un maître d'arts martiaux, donc tu vas retrouver maître Ginzu, différents singes avec des bâtons qui se battent, etc. Et puis tu as ce côté petit personnage ridé et malin, voilà, que je suis allé prendre dans différents films, que ce soit des rongeurs ou des reptiles. Ensuite, de l'autre côté, il y a aussi un vaisseau de Star Wars ou des choses qui ont un lien avec Star Wars, mais dans l'ensemble, c'est surtout ce côté animal, sagesse et guerrier que j'ai voulu traduire, tu vois, par le choix des éléments qui le composent. Là, tu as le fameux buste de César dont on a parlé mais qu'on ne pouvait pas voir l'autre jour parce qu'il était emballé. Où tu as vraiment encore plus, même encore, cette idée de forme qui va séduire parce qu'il y a un côté Archimboldo, c'est la référence que tout le monde a en tête. Alors que même, moi, ce qui va m'intéresser, c'est davantage aussi cette idée de conglomérat, de signification qu'on pourrait balancer dans le fleuve et remonter comme le vrai buste de César en marbre. D'ailleurs, il a été placé dans un musée consacré à l'Antiquité à Arles, romaine, à la place du vrai buste. Il y a cette idée de constituer quelque chose qui a l'air d'être déjà très ancien et qui en même temps a l'air complètement moderne à partir de déchets plastiques, de jouets, d'images. Et donc il y a cette idée que de l'art, est-ce que l'art se conserve, tu vois, est-ce que dans 500 ans, il restera encore des traces de tout ça, ou est-ce que ça aura disparu du fait des désordres et de la fin de notre civilisation qui estime qu'au contraire, on se souviendra de tout le temps, parce qu'on a beaucoup de documents, que les choses sont vraiment censées être bien archivées. Voilà, c'est toujours un peu, moi, cette impression que j'ai d'être sur la bascule entre justement une très grande connaissance de ce qu'il y a eu avant,
sorte de mémoire totale de l'histoire de l'art, de l'histoire des sciences, de l'histoire des civilisations, et en même temps notre propre civilisation qui va peut-être finalement, dont on ne retiendra peut-être pas tout. À côté, au contraire, justement, tu as cette idée de l'artiste un peu en super-héros. Voilà, c'était une scène au bord d'une piscine où moi-même je porte un masque et une cape. Donc à côté de la vanité, de l'idée des œuvres qui sont prêtes à se perdre, et puis le côté dérisoire justement de notre arrogance, tu vas avoir ce côté au contraire immodeste, voilà, de l'artiste costaud qui est prêt à affronter l'adversité, voilà, mais avec ce côté un petit peu amusant, décalé, voilà, du super pouvoir en bord de piscine un jour d'été. Par ailleurs, c'est une toile que j'ai peint sur une toile plus grande, donc c'est un morceau de toile qui représentait l'aquarium que j'avais chez moi, que j'ai chez moi à Arles. Tu vois encore le filtre, en fait, les entrées et les sorties d'eau, les algues, et en fait les lignes comme ça, blanches, ou les traces de scotch, marquaient en fait le cadre de l'aquarium. Et en dessous, tu avais ce débordement de verdure, de bulles, d'oxygène. En fait, chaque chose que j'envisage, chaque image que je vois, chaque œuvre que je produis, j'ai l'impression justement qu'elle est derrière une vitre et dans un aquarium. Donc cette idée de préservation de la vie, tu vois, une forme de vie précaire qui est très belle, qui se déploie, qui pousse, mais finalement qui dépend d'une source électrique, d'une alimentation en eau, et si tu ne changes pas l'eau, ce petit monde s'effondre. Là, tu as, puisqu'on va vers le détail, par exemple, tu vois, tu te dis, bon, il a pris un légume pour faire la mèche de cheveux, mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est comme légume? C'est pas le fenouil sauvage, c'est le fenouil cultivé. Et le fenouil cultivé, on l'appelle le fenouil romain, parce que c'est les Romains qui l'ont sélectionné. Voilà, c'est un exemple. Pourquoi est-ce qu'à moins tu vas avoir des moutons, par exemple, beaucoup de moutons, de chair? C'est parce que Rome est connue pour être avant tout une nation de bergers qui sont devenus des guerriers. Les 7 collines de Rome, au départ, Romulus et Rémus, c'est une civilisation de bergers qui a trouvé sa puissance dans la puissance de ses troupeaux. Voilà, donc après on peut parler de chaque chose, mais dans le détail, il y a toujours presque une histoire pour les pièces. Le gros chien, là, tu te dis, bon, a priori, aucun lien. Ouais, c'est un chien de Tex Avery là, qui bastonne le chat avec une massue. Il l'attend un peu au coin du mur. Là. Alors en même temps, comment est-ce qu'on appelle les gros chiens de garde en général? Un César. Voilà. Tu as toujours des petites choses cachées un peu partout. Alors, le fait d'habiter et de travailler à Arles, forcément, je me suis intéressé à mon environnement et à l'environnement culturel. Et notamment dans le collectif avec lequel je travaille, il y a un photographe, Lionel Roux, qui plonge souvent avec les archéologues. D'ailleurs, il a sorti un livre sur ce qui se passe dans l'eau, au moment où ils sortent les choses. L'autre personne qui travaille avec nous, Rémi Saboureau, sa compagne, s'est occupée de sortir aussi Sabrina, le grand bateau, la barge qu'ils ont remontée. Et donc, en fait, je suis forcément très sensibilisé à tout ce qui se passe au niveau archéologique. Et donc, à Arles, ils ont sorti un fameux buste qui a été attribué à César. On pensait que c'était César Vieux. Et ça a été la pièce phare d'une grande exposition au musée archéologique. Voilà, donc tout le monde s'est extasié, c'était assez amusant parce qu'ils m'ont demandé à un moment donné de prendre ce buste, de le mettre durant la nuit des musées là-bas. Il y avait des tas de gens qui venaient voir du marbre avec un grand M et de la beauté classique avec un grand B et qui se retrouvaient devant un assemblage de jouets. Ils étaient extrêmement déstabilisés. J'étais caché dans l'ombre, j'écoutais les conversations. Il y a une petite fille qui a tellement ri qu'elle est presque tombée alors même qu'elle était malade, elle avait une canne et elle était morte de rire, ça m'a fait très plaisir. Par rapport à l'archéologie, pour finir, tu vois, comme quoi d'ailleurs il y a des liens inconscients entre les pièces, cette piscine derrière, c'est chez Lionel Roux, donc cet ami photographe, et tous les ans, il fait plonger une après-midi les archéologues, toute l'équipe, dans cette eau bleue et transparente, et il plonge avec son matériel, il les prend en photo, déguisés justement, en lutteur mexicain, en tout ce que tu veux. Et alors d'habitude, lui, il les photographie dans l'eau trouble avec les silures, on voit rien à 10 cm avec des projecteurs. Donc là, en fait, justement, c'est avant la plongée, tu vois, j'étais déguisé moi-même, et j'allais plonger, il allait me prendre en photo sous l'eau,
Voilà, c'est cet instant suspendu juste avant la plongée. Et donc en fait, là, il y a un lien direct entre ces deux pièces, même si c'est un lien plutôt dans la petite histoire. Mais... Ça, c'est un des premiers nichoirs, ça va être le deuxième en fait que j'ai fait. Donc l'idée est la même que les maisons au départ, avec la contrainte supplémentaire, on va dire, d'avoir un bâti impeccable, puisque j'ai vraiment envisagé que des gens puissent se dire qu'ils allaient laisser les pièces à la limite à l'extérieur, donc se détériorer très légèrement, parce que le soleil et la pluie malgré tout, ça peut jouer à terme hein, sur le plastique. Mais enfin, c'est censé quand même tenir le coup. Et donc il ne faut pas que l'eau rentre, pas que l'eau mouille éventuellement un nid. Et aussi, je voulais créer de l'obscurité pour que les oiseaux soient tranquilles, tu vois, s'ils voulaient nicher. Donc d'arriver à avoir des cloisons, qui soient de vraies cloisons. Et puis aussi travailler justement la hauteur. Alors ça, là, on est vraiment dans l'ornithologie, mais la hauteur et le diamètre des entrées correspondent, même pour des oiseaux petits qui ne veulent pas que l'entrée soit trop grande, puisqu'après, il y a un risque qu'un petit prédateur, comme un laireau, un petit loir, vienne manger leurs œufs. À partir de là, donc, tu as vraiment une construction, comme si j'étais un architecte, hein, j'essaie de réfléchir, tiens, l'oiseau peut se percher éventuellement là, ça lui permet de monter, etc. Et puis après, dans la thématique, évidemment, tu vas retrouver toujours le même rôle hein, des jouets qui sont des images, c'est-à-dire l'arbre, l'oiseau, l'auberge de rêve, enfin, pardon, pas l'auberge, l'écurie de rêve, le grain, la nourriture, voilà, on est toujours quand même dans... Chaque pièce va amener un peu une thématique, que ça soit l'idée de cette chevalerie qui défend le château contre les dangers. Voilà, les feux rouges, les panneaux d'interdiction, toute cette idée de mouvement. Est-ce qu'on rentre pas, comment on rentre, les passages secrets, voilà, c'est l'abri. Le nichoir en tant que refuge.